nous allons commencer en compagnie des techniciens. Alors, bienvenue à cet atelier consacré à l'épargne retraite, plus spécialement évidemment l'épargne retraite issue de la loi Pacte, c'est-à-dire le nouveau PER. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que j'ai trois grands spécialistes avec moi aujourd'hui. On vient de parler des articles 39 avant d'arriver, donc c'est pour vous dire... voilà, mais on va revenir à notre PER, parce que les articles 39 n'ont rien à voir avec eux. J'ai avec moi Norbert Gautron, président de Galéa et Associés, donc société d'actuariat conseil bien connue. Hubert Clairbois, président d'EPS Partenaires, spécialiste, on peut le dire, de l'épargne salariale. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je vous ai connu et c'est pour ça que je vous interroge souvent. Et puis Stéphane Frey, directeur technique retraite collective de Groupama Vie. Merci à vous trois d'être présents. L'atelier est intitulé Épargne retraite, évolution ou révolution, donc tout un programme. Donc on va, pendant cette petite demi-heure, se poser des questions sur certains sujets, évolution ou révolution. En deux mots, parce que je suis bavard, donc vraiment en deux mots, la loi Pacte a créé un nouveau produit, une nouvelle solution, on va dire, qui s'appelle le PER. En fait, dans ce nouveau produit, il y a trois produits quand même, trois solutions. Un produit individuel, une solution qu'on va appeler le PERI ou le PERIN, selon les applications, et deux autres solutions qui sont des solutions d'entreprise. Une qui est collective obligatoire, on va appeler ça le PERO, je ne me trompe pas. Alors voilà, c'est là que le PERO, pour ce qui est issu, on va dire, globalement de l'épargne salariale. Et puis la solution collective qui peut être facultative, enfin en tout cas pas facultative, mais en tout cas qui sera obligatoire, mais pas forcément pour tous les salariés, qui va être notre ancien article 83. Alors pas tout à fait, parce que uniquement les versements obligatoires de l'article 83, les versements volontaires de l'article 83, repassant du côté du PERI. C'est simple, hein. Voilà, c'était fait pour. Voilà, donc évidemment, ça pose un certain nombre de questions. On ne va pas toutes les régler en une demi-heure. Je pense qu'on n'est pas là pour ça. On va essayer de vous donner un éclairage quand même sur ce qui change. D'abord sur ces trois compartiments. Pour commencer, je vais commencer avec Norbert Gautron, qui va nous parler du compartiment individuel, le fameux PERI ou PERIN. Voilà, donc là, PERI ou PERIN, donc je ne... Voilà, j'avais fait une blague à Patrimoine disant pour que ce ne soit pas le péril, je la refais, mais c'est pas forcément très fin. Alors pour le PERIN. Pour le collectif, on a échappé au perfide aussi au passage. On a échappé au perfide, d'accord. D'accord, merci. Pour le PERIN en 4 minutes, c'est ça? Pour le PERIN en 4 minutes. Oui, donc merci Jean-Charles. Par rapport à la question de base, évolution, révolution, alors nous on est plutôt tous les trois des fins partisans de cette évolution très forte, voire révolution. Donc évolution, comme tu l'as dit, on a enfin un produit universel. Alors on n'a pas de système universel pour la retraite de base encore, mais on a un produit universel pour la retraite complémentaire. Produit universel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un produit dans lequel les gens pourront tout mettre en fait au fil de leur carrière. J'étais avec des indépendants hier qui me disent « Ah bon, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai eu dans une entreprise à un moment donné, au même endroit, puis si je rebouge, je pourrais faire des choses, enfin je pourrais tout mettre au même endroit. » Tout de suite avec des gens qui connaissaient un peu le sujet, mais pas trop. « Ah ouais, c'est bon, en termes de déshérence, ça sera mieux. » Enfin, de ce point de vue-là, on sent qu'avec des gens, ça prend en fait. Les gens discutent, ils se rendent vite compte que c'est assez complexe. Puis ils se disent aussi, une fois qu'ils ont dit ouais c'est super complexe, ils se disent mais en fait finalement avant c'était déjà complexe. Donc finalement c'est pas le nouveau système qui rend les choses complexes, c'est que la matière est complexe. Donc on a un nouveau système qui quand même simplifie pas mal les choses, permet de regrouper avec, je vais revenir sur les principaux points quand même, avec une gestion financière adaptée. Il ne faut pas oublier que la culture financière en France n'est quand même pas très développée. Donc aider les gens à avoir un produit qui propose des solutions par défaut en termes de gestion financière et des solutions plutôt intelligentes, c'est pas mal. C'est le cas du PER, du PERI, PERIN. Des avantages fiscaux, en la matière, on n'en a jamais assez. Bon, enfin bon, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de manières d'optimiser, de bien gérer les choses. Oui, c'est vrai que le PERIN... il est mieux pour le cinquantenaire qui est fortement imposé, qui sera moins imposé à la retraite, c'est sûr, mais malgré tout, ça offre des possibilités aussi à ceux qui ne sont pas imposés. On y reviendra. Enfin bon, un ensemble de points qui font que globalement, c'est quand même une forte évolution. Nous, notre sentiment, c'est que ce sera une révolution.
C'est simple, si c'est efficace en fait, si ça permet de donner un taux de remplacement intéressant aux personnes, qui compensera totalement ou partiellement les baisses des régimes obligatoires. Ça c'est une première question. Ça sera une révolution si on a un juste partage de la valeur créée entre distributeurs, assureurs, épargnants avertis, épargnants moins avertis. Ça c'est un vrai sujet sur lequel on reviendra, je pense. Et puis je pense aussi que ce sera une révolution si les gens s'approprient la réforme. Voilà rapidement dit sur le Perrin, donc, qui offre beaucoup de possibilités à tout le monde, aux travailleurs indépendants, aux salariés qui n'a pas de dispositif dans son entreprise, aux fonctionnaires qui veut faire des choses en plus, qui offre beaucoup de solutions. Donc, par rapport à puisque le Perrin va récupérer finalement nos anciens PERP et nos anciens contrats Madelin, l'idée c'est ça, de fondre, oui, d'une certaine façon, même si à l'entrée on a des fiscalités qui restent encore différenciées, c'est-à-dire avec l'avantage fiscal supplémentaire du Madelin. Je crois que sur ce compartiment, est-ce qu'il y a la révolution, c'est quoi? La révolution, c'est l'outil particulier de la retraite complémentaire. Un outil universel de retraite complémentaire, bien pensé. Voilà. Et sur le Madelin, ça c'est un petit point, je crois qu'il y a un assouplissement sur la fiscalité aussi. Donc ça permet aussi aux gens qui sont indépendants de mieux doser l'effort de retraite de manière plus souple. Et donc d'avoir un outil plus approprié. La révolution, pour moi, c'est vraiment ça. Mais on ne décrétera pas la révolution tout de suite. On verra ce qu'en font les opérateurs. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le texte permet d'avoir une révolution. Mais il faut que les opérateurs se l'approprient dans leur intérêt, mais aussi dans l'intérêt des épargnants. Ils ont eu du mal à s'approprier, à une époque, le PERP. Le Madelin aussi, d'ailleurs. Bon, ça recommence à remonter, mais 1994, ça a mis des années à décoller. Et le PERP, ça n'a pas été facile. Alors, il y a eu une très forte au départ grâce aux banques. Mais est-ce que on va vers une difficulté assez semblable? Forcément. Je pense que Hubert et Stéphane parleront aussi du point de vue des entreprises. Forcément, il faut que les gens comprennent le système, il faut qu'ils se l'approprient. Il ne faut pas que ce soit juste, que le décollage soit juste dû à des forces de vente très efficaces. Enfin, je pense qu'il faut que les gens se l'approprient. Le PERP, on a connu chez certains un décollage pour des gens qui n'étaient pas fiscalisés. Donc il faut qu'on arrive à voir un petit peu sur ces sujets-là comment tout le monde s'approprie le dispositif, les entreprises, les particuliers. Ça mettra un petit peu de temps. Même si petit rappel, on a les offreurs, il y en a beaucoup parmi les plus gros qui se sont dépêchés pour avoir une offre là dès le 1er octobre, qui était le lancement du dispositif, parce qu'en fin d'année, il y aura de la collecte. Et puis fiscalement, sans la fameuse demi-somme due à l'année blanche. Donc il y a une fenêtre de tir, des transferts aussi d'assurance vie possibles, dont les gros opérateurs sont allés assez vite. Donc là, en fin d'année, je pense que ça va déjà décoller chez certains. D'accord, on en a un avec nous. Alors je vous passerai la parole après. Hubert Clairbois sur ce qui change pour l'épargne salariale avec ce fameux, alors on va appeler compartiment 2, c'est pas tout à fait ça, mais bon, j'essaie de faire des parallèles. Qu'est-ce qui va changer, vous qui êtes... Alors, ce qui change déjà, c'est le nom. Alors, on ne connaît pas bien encore le nouveau nom. On va passer du PERCO, peut-être au PERCOL ou au PERECO. Voilà, c'est dommage d'ailleurs que les pouvoirs publics sur ce sujet nous disent pas comment il faut qu'on parle, parce que c'est vrai que selon les opérateurs, chaque nom est différent. Et donc, quand on met en face le client final, qu'il soit entreprise ou salarié, c'est déjà un peu compliqué. Alors, si en plus... on peut dire la même chose avec différents noms, c'est encore plus compliqué. Alors, évolution. Alors, pour l'épargne salariale, je dirais que c'est peut-être plutôt une évolution. Il y a eu quand même pas mal dans la loi Pacte, on va dire, d'adaptation paramétrique sur tout ce qui est intéressement, participation, etc. Mais je vais pas revenir dessus. Ce qui est très bien, et ça concerne tous les compartiments de Pacte, c'est quand même qu'on s'est basé sur des piliers existants qui avaient été créés par la loi Fillon 2003, qui a créé quand même le PERP, qui a créé le PERCO et qui avait créé Feu PERE. Donc on a quand même eu de la chance avec cette loi Pacte qu'on se soit appuyé sur ce qui existait déjà sans recréer un nouveau dispositif, parce que là ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une saine évolution. Alors concernant l'épargne salariale, sur les aspects révolution, bon, je vous ai dit, je pense plutôt que c'est une évolution, mais il y a quand même quelques petits points notoires. J'en ai identifié 5 principaux. Bon, la première révolution concernant l'épargne salariale, c'est que maintenant, vous le savez, les versements volontaires
surtout les pairs, vont permettre une défiscalisation. Ce n'était pas possible avant sur les versements volontaires du PERCO. De ce point de vue-là, donc le PERCOL va permettre une défiscalisation, mais encore une fois, c'est le salarié qui choisira s'il veut ou pas la défiscalisation. Donc, je pense que d'un point de vue pédagogie, ça sera quand même un petit peu compliqué parce que c'est vrai que on a un gros miroir aux alouettes avec cette défiscalisation à l'entrée, mais quand on regarde un petit peu de plus près et qu'on regarde ce qui se passe à la sortie, forcément on est rattrapé par la police, et donc l'aspect défisc à l'entrée selon les cas peut être intéressant, mais parfois pas forcément. Donc première évolution, défiscalisation des VE. Deuxième révolution, le PERCO maintenant, il est mis au même niveau que les autres dispositifs d'épargne retraite. Et donc ça, je pense que c'est très bien. Alors, est-ce que ça va développer les encours ? Je vous rappelle quand même, je crois que l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir 100 milliards d'euros supplémentaires d'encours d'ici 4 ans. Le PERCO, qui a donc été créé en 2003 par la loi Fillon, totalise aujourd'hui, je crois, fin de l'année dernière, 17 ou 18 milliards. Donc un peu plus de 15 ans. Donc il va falloir quand même y aller un peu. Sachant qu'il y a 120 milliards pour l'épargne salariale à peu près, globalement. Il y a 120 milliards pour l'épargne salariale à peu près, mais dont pour le PERCO, 17 pratiquement milliards. La moitié en actionnariat salarié. Donc celui-là, on le met un peu à part. Et sur la partie diversifiée, il n'y a que 17 milliards sur le PERCO. Bon, donc peut-être évolution des encours. Troisième point, et ça va peut-être rebattre un petit peu les cartes. Aujourd'hui, sur tous les dispositifs d'épargne retraite, on va avoir la possibilité d'investir sur des supports financiers qui seront possiblement communs à tous. Aujourd'hui, jusqu'à présent, l'épargne salariale, c'était les fameux FCPE, Fonds commun de placement d'entreprise, qui étaient réservés à l'épargne salariale. C'était d'autres choses en épargne retraite. Demain, la loi Pacte va permettre cette ouverture, donc sans doute une saine concurrence parmi les gestionnaires financiers, les assureurs, donc ça c'est pas mal. La seule question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça va bénéficier aux salariés ? L'idée, c'est de simplifier, mais parfois, malheureusement, quand on voit notamment certaines offres qui sortent, où on vous propose pour un PERCO parfois 50 fonds différents, et quand vous savez qu'un salarié, parfois, il a du mal à faire la différence entre un fonds monétaire, un fonds obligataire et un fonds action, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Quatrième point, l'offre globale, le tout en un. Alors, en ce qui nous concerne en tant que conseil, nous, on est plutôt côté grande entreprise. Est-ce que ça va générer, aujourd'hui, les grandes entreprises, elles ont souvent et un PERCO et un article 83. Est-ce que ça va générer des réflexions pour regrouper tout ça, aller vers un seul opérateur ? Je ne suis pas complètement sûr. Voilà. Et dernier point que je voulais évoquer, évidemment, mais ça remonte déjà depuis au 1er janvier 2019, c'est le forfait social à zéro pour les PME. Sur ce point, je vous rappelle aussi que ce n'est qu'un retour en arrière, puisque jusqu'en 2008, on avait aussi un forfait social à zéro. Exactement. Alors, je voulais faire sans transition, comme un certain présentateur, avec justement, on parlait d'article 83. Alors Stéphane, est-ce qu'on peut parler de ce fameux compartiment numéro 3 qui va rassembler nos anciens articles 83 ? Est-ce qu'il y a Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Juste rappeler peut-être le paysage de l'épargne retraite collective aujourd'hui. C'est deux dispositifs. C'est les dispositifs soit à cotisation définie, c'est les anciens 83, c'est l'employeur qui verse pour ses salariés une épargne en vue de la retraite. Et puis il y a les fameux dispositifs de type à prestation définie, puisque c'est classé comme ça, qui sont en cours de refonte aussi, qui sont remblés dans le cadre de la loi Pacte, mais on attend encore des ordonnances, comme Jean-Charles le lisait tout à l'heure. Donc on va s'attarder effectivement sur les 83, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc population couverte, juste pour rappeler les enjeux, c'est en termes de primes, on est à 2,8 milliards de primes par an, pour relativiser, par rapport au régime de base où il y a 300 milliards de prestations. On couvre à peu près 2,2 millions de salariés sur tout le marché. Donc vous voyez, ça fait une prime quand même qui est à relativiser, qui est de l'ordre de 1 200 € par mois, qui sont versés sur le compte des salariés des entreprises.
Et on a une épargne globale sur ces dispositifs. Donc on voit tout le potentiel, en fait, finalement, parce que la population, les salariés représentent une vingtaine de millions de salariés environ. Donc on est à moins 10% de taux d'équipement. Et on sait qu'on a un jugement énorme si derrière, c'est bien la révolution. Donc, côté Groupama, on considère que c'est plutôt une évolution qui est très efficace et qui est structurante, hein, ce mécanisme des trois silos, des trois compartiments, pardon. Et puis les 83 peuvent accueillir les flux de même nature, puisque ces compartiments, que ce soit pour les versements volontaires ou les versements de l'épargne salariale ou les versements de l'employeur, leurs objectifs sont vraiment étanches et ils vont porter une fiscalité propre. Et puis les modalités de sortie, soit capital ou rente. Donc plutôt bien efficace de ce point de vue-là, bien structuré. Et finalement, ce dispositif conserve les principales caractéristiques actuelles. Même mode de mise en place. Sa vocation, c'est toujours d'accueillir des versements obligatoires, hein, les versements de l'employeur, avec la faculté de verser aussi d'avoir la niche fiscale du premier compartiment aussi, hein, en tant que salarié, faire des versements individuels, facultatifs quand tu le souhaites. Quand ça se passe bien, c'est de l'ordre de 10%. Je rappelle que les frais sur un 83 sont bien souvent négociés. Alors, il y a 4 avancées majeures, pour répondre à la question de Jean-Charles, révolution ou pas. La première, c'est quand même la baisse du forfait social, qui est attendue, puisqu'elles n'ont cessé de monter au fil du temps. Première fois, on passe de 20 à 4%, donc ce qui va améliorer le taux d'efficacité de ces dispositifs, hein. Déjà, il n'y a pas photo entre des charges, un forfait social à 20% et des charges salariales qui étaient de l'ordre de 50%, donc ça, c'est toujours une façon de vendre ces dispositifs. Là, on passe à 16%, donc bien sûr, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais je parlais avec un Combien une grande banque qui avait un dispositif de l'ordre de 100 millions d'euros, ça fait rêver certains dans la salle, 100 millions d'euros de primes par an, 4%, c'est 4 millions d'économies de forfait social par an sur leur duo, vous imaginez bien. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une première belle évolution. Ça fait longtemps que les assureurs l'ont demandé, mais sur des dispositifs de type 83, on peut enfin flécher l'intéressement et la participation dans ce compartiment C2. En fait, une belle évolution aussi, alors on l'a déjà utilisé, tu en as parlé Hubert, c'est la gestion pilotée par défaut. Sur un 83, c'est complètement adapté, puisque les versements sont réguliers, hein. L'employeur y verse pour ses employés un pourcentage de son salaire chaque trimestre. Donc naturellement, les flux sont lissés à l'entrée. Et avec ce qu'a mis en place le législateur, cette grille de désensibilisation, c'est relativement facile à vendre pour des conseillers. Et en plus, il y a une sécurisation progressive au moment du départ en retraite. Donc ça, c'est une belle évolution qui simplifie aussi le dispositif pour les entreprises. On n'a plus à demander aux salariés, etc. Il y a un conseil qui est donné d'entrée donc par le législateur, c'est plutôt une très bonne chose. Et enfin, on oublie de le dire, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la prix moyenne sur ces dispositifs, c'est 1 200 €. La sortie à capital, on dit que c'est juste les compartiments 1 et 2, donc les versements volontaires et l'épargne salariale qui sont visés, mais finalement le compartiment 3 l'est aussi, celui des engagements employeurs. Pourquoi? Parce que le seuil de liquidation en capital, vous savez, le montant de rente duquel on liquide en capital a été doublé. C'était 480 € par an, on passe à 960, donc quasiment 1 000 € par an de rente, et ça représente une épargne de 25 000 €. Donc à partir de 25 000 €, en deçà de 25 000 €, pardon, le salarié a la possibilité, s'il le souhaite, soit de demander un versement de rente, soit un capital. Donc, vous voyez, c'est quand même 4 belles avancées. Voilà. Donc, en synthèse, ce qu'on pense, c'est vraiment le législateur, il a pris en compte les desiderata des épargnants, hein, puisque ça avait été relayé tant côté individuel que profession de l'assurance. Et le 83 est vraiment amélioré. On a la fin de l'effet tunnel. On est aussi touché par la résidence principale sur le C1 et le C2. Et puis, je vous dis, cette sortie en capital. Donc, côté Groupama, c'est vrai qu'il a encore un peu de temps pour le dire, comme le disait Norbert, ça va être plus un marathon qu'un sprint. Donc les objectifs, ils sont fixés, hein, c'est 300 milliards entre tous les dispositifs. Mais on a confiance pour que ça progresse bien. Et les premiers chiffres, toi côté individuel, sont plutôt encourageants. Merci. Bon, le temps passe, évidemment, il passe trop vite, mais on a commencé en retard, donc on finira en retard. Voilà, j'assume. Pardon ? 15 minutes, vous voyez, on n'a même pas besoin de... Voilà. Alors, dans ces 15 minutes, vous avez dit une chose, tous une chose importante, il y a quand même une simplification, une volonté de regrouper. Le forfait social, d'un côté, est passé de 20 à 4%, de l'autre, il a disparu
pour les TPE, PME, avec les seuils de 250. Donc aujourd'hui, sur la partie collective, pourquoi ça ne décollerait pas? Parce que très franchement, on est très en retard sur la partie. L'enjeu d'équipement aujourd'hui, ce sont sur les TPE, PME, c'est le tissu des petites entreprises. Les grosses entreprises sont, on va dire, sont équipées ou quasi équipées. Il y a certainement des choses à faire évoluer, à optimiser, mais est-ce que là, c'est définitivement parti? Pour les distributeurs, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour les distributeurs? Là, c'est une révolution, c'est une évolution. Moi, j'ai l'impression que c'est une révolution, mais c'est moi. Alors, pour les distributeurs, c'est sans doute une révolution. Alors, juste quelques chiffres là aussi en matière d'épargne salariale. Hein. Le taux d'équipement des PME, moins de 50 salariés, dernière statistique de la DARES, bon, qui date un peu, qui ont toujours un petit peu de 2 ans de retard, on est aux alentours de 10-12%. Hein, alors que côté grande entreprise, on est plutôt à 90%. Donc, c'est clair que le gisement, il est là. Le gisement, il est encore là, puisqu'on a forfait social pour les moins de 50 à 0 depuis le début de l'année. Et quand on regarde les quelques offres qui sont sorties, nouvelles offres paires depuis le 1er octobre, la plupart concernent essentiellement les PME. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais c'est eux qu'il faut équiper. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, les réseaux de distribution ont une ouverture qui est très importante. Simplement, il va leur falloir aussi beaucoup de temps pour faire de la pédagogie, hein, et sans doute des outils digitaux qui vont les aider dans ce sens-là, parce qu'une entreprise, pour mettre en place un dispositif, d'abord, il faut qu'elle ait envie de le faire. Hein, il faut que le chef d'entreprise, ce n'est pas parce qu'il y a un forfait social à 0, ce n'est pas parce qu'on va défiscaliser les VV que ça ira plus vite. Si le chef d'entreprise, il n'a pas les moyens ou pas l'envie de le faire, il n'ira pas. Et si en plus c'est compliqué à mettre en place, il n'ira pas non plus. Alors on a la chance maintenant, avec ce véhicule unique du PER, notamment pour les PME, où on a des chefs d'entreprise qui la plupart du temps ne sont pas salariés, sont TNS, on pourra avoir à la limite dans une même marmite l'ancien Madelin Perrin et puis éventuellement un Perco ou un PER 4, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc de ce point de vue-là, ça risque d'un petit peu simplifier. La question qu'on peut être amené à se poser, c'est qu'effectivement, le distributeur devra faire beaucoup de pédagogie, sans doute aller voir peut-être plusieurs fois l'entreprise, et tout ça, ça se rémunère, évidemment. Et donc là, on aborde un autre sujet, peut-être dont on parlera tout à l'heure, hein, qui est finalement, est-ce que cette loi Pacte, avec ses avantages en matière de gestion financière dont on a parlé tout à l'heure, hein, ne risque pas parfois de se faire au détriment du client final, hein, de celui ou celle qui investit pour sa retraite, avec des chargements ou des droits d'entrée sur les fonds qui risqueraient d'être un petit peu supérieurs à ceux qu'on a pu connaître. Alors, ça, c'est une excellente question, parce que finalement, évolution, révolution pour les assureurs, pour les teneurs de compte, pour les gestionnaires financiers, Hubert a dit les choses, il faut que ce soit rentable pour tout le monde. Est-ce que c'est possible? Et où sont éventuellement les difficultés que l'on pourrait rencontrer, que vous pouvez voir émerger déjà à votre poste? Juste en complément d'Hubert, il ne faut pas oublier aussi que dans les TPE-PME, il y a deux choses. On sent, nous, arriver les branches, en fait. Donc les branches, je ne vais surtout pas les qualifier de distributeurs, ce n'est pas ça du tout, mais ils ont quand même un rôle important d'indication, de réflexion autour de tout ça, et pour former et après démultiplier la formation. Donc là, on voit arriver les branches. Premier point. Deuxième sujet, on parle des versements volontaires, le compartiment 1. Les entreprises, pas forcément très grandes, peuvent mettre un dispositif pour aussi mettre à disposition un compartiment 1, on va dire, pour les salariés, un peu négocié au niveau des frais. On a plus une meilleure force de frappe quand on est une entreprise, même de 5 à 10 personnes, qu'un individu. Donc c'est ces deux petites remarques-là aussi pour se dire, finalement, le produit, ça peut être aussi un produit, une enveloppe qu'on offre aux salariés, pas forcément très cher. Voilà, donc ça c'est deux petites précisions pour les assureurs. Moi, juste avant de passer la main, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'à part, il faut vraiment segmenter le marché. Les très gros sont prêts, ils seront prêts sur les Perrins, ils sont en ordre de marche sur les Perros, les Perrus, le global, ils sont en ordre de marche où ils le seront sur tous les compartiments en horizon octobre 2020, qui est une autre date prévue par la loi.
Donc ça, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. Nous, ce qu'on constate, ce sont les assureurs, soit plus petits, code des assurances, on va dire, ou les IP, les mutuelles, qui, pour certains, quand même, faisaient de la retraite des fonds euros. Donc avec tout ce qui se passe, ils se disent, tiens, c'est peut-être plus terrible. Donc là, ils accélèrent, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait seul? Est-ce qu'on fait en partenariat? Si c'est en partenariat, est-ce qu'on le fait uniquement sur la distribution? Parce que nous, on sait concevoir des produits, on sait faire de la gestion financière. Donc là, nous, ce qu'on voit aujourd'hui chez des assureurs, encore une fois, middle market pour la partie code des assurances et les IP et les mutuelles, et là, c'est valable partout, on voit des regroupements, des rapprochements, il suffit de voir les gros. Certains ne sont pas annoncés. On voit aussi des plutôt gros, pas toujours annoncés, qui veulent sortir du marché, donc ils font racheter leur portefeuille par d'autres. Donc on voit des mouvements en sous-main qui vont apparaître dans les prochains mois, avec des partenariats, et vraiment l'envie d'y aller, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et pour répondre à ta question, en fait, en regardant évidemment bien toute la décomposition de la chaîne de valeur d'assurance, ce qu'on dit tout le temps, de la distribution à la gestion financière, administrative, on en parlait tout à l'heure, et en se disant, si moi je n'interviens que sur une partie de la chaîne, quand je fais appel aux autres, qu'est-ce qui me facture, quoi. Donc là, des études de rentabilité partout pour trouver un équilibre. Et là, le marché est assez divers suivant les opérateurs. On est plutôt en révolution, là? Je pense qu'on va être en révolution, c'est certain. Certains opérateurs, de toute façon, ça nous a surpris. Certains opérateurs, et ce n'est pas complètement officiel, vont arrêter la retraite. Donc on a des opérateurs qui décident de ne pas y aller ou qui vont y aller vraiment qu'en distributeur. Enfin, on voit que là, sur le marché, ça ne se voit pas aujourd'hui parce que les offres qui sortent sont les très gros qui, de toute façon, sont capables d'aller seuls, hein, donc avec des investissements lourds. Mais c'est le reste du marché et certains devront être présents. Donc sous quelle forme? Et ça, les gens se donnent plutôt jusqu'en octobre 2020 pour y aller intelligemment. Stéphane, vous pouvez réagir à ça et puis nous parler éventuellement si des services innovants que l'on peut... Est-ce qu'ils vont évoluer ou est-ce qu'ils vont être révolutionnés? Alors c'est vrai que pour la retraite soit un succès, je pense qu'il y a un vrai... On sait tous que la retraite, on a coutume de dire que ça se vend plus que ça s'achète. Et c'est pour ça qu'il faut des outils pour accompagner nos réseaux. Et il y a vraiment, on en parlait ensemble tout à l'heure, il y a un enjeu de formation. Groupama a monté une académie URE parce que pour être capable de vendre la retraite, c'est quand même un métier d'expert. C'est pour ça que ça mérite aussi une rémunération. Et derrière, nos distributeurs aussi, ils veulent des outils pour les accompagner. On est vraiment dans une logique de B2B2C. Donc le distributeur, il a besoin d'outils qui l'accompagnent tout le long de la chaîne de vente. Donc des outils d'avant-vente, des outils au moment de la vente pour conseiller le client, lui faire des préconisations, un diagnostic de tout son bilan d'épargne retraite entreprise. Et puis après, derrière, ce qu'il attend, c'est aussi un service après-vente. Et donc, nécessairement, de la part de son assureur, des outils déjà pour vendre ces dispositifs, c'est-à-dire pour les valoriser, pour valoriser la politique salariale. Donc ça peut être des bilans sociaux individuels et derrière des outils pour le chef d'entreprise qui recherche, c'est que ses salariés soient accompagnés avec des bilans retraite, etc. Donc pour que ce soit un succès, il faut que ce soit à la fois, il n'y a pas que le produit, il y a toujours le triptyque produit, donc ça c'est simple, les offres vont s'aligner. Il y a la partie des services qui sera très importante et en fait Groupama mise plutôt à profiter de la loi Pacte pour mieux accompagner en fait ses clients avec une nouvelle offre de services. Bien sûr derrière il y a l'enjeu rémunération parce que derrière il y a du conseil pour les distributeurs qu'il faut rémunérer parce que l'acte de vente n'est pas simple en soi. On tourne toujours autour de cette question de rémunération. Il faut que tout le monde soit gagnant sur ce sujet-là. Par rapport à l'assurance vie qui a été le fonds de pension à la française, est-ce qu'on peut penser que quand on regarde aujourd'hui tout ce qui a été mis en place pour rendre l'épargne retraite quand même très attractive, là-dessus avec on va dire un environnement, alors je ne sais pas si on peut dire anxiogène, mais en tout cas sur la réforme globale des retraites, puisqu'on entend... c'est pour l'année prochaine, finalement c'est retardé, puis c'est pour ceux qui vont rentrer sur le marché du travail, puis c'est pas bon. Il y a quand même toute une musique autour de tout ça. Comment ça pourrait ne pas marcher? Je reviens toujours à ça parce qu'on a quand même l'impression que c'est difficile dans notre pays. Il n'y a que 200 milliards sur les produits de retraite. Dites-nous pourquoi il faut y aller. Là.
sais pas, il y a des taux zéro. Déjà, il y a la baisse. On en rentre dans un tunnel médiatique là. C'est hyper favorable pour nous. Il me semble. Complètement. Donc il y a déjà cette réforme Pacte qui vise les régimes de retraite supplémentaires. Et derrière, il y a ce discours anxiogène sur la partie du régime de base, la réforme de Levoy. Et c'est vrai qu'on sait ce qui est annoncé, plus de cotisation de la 3PAS, donc déjà certains cadres supérieurs en entreprise ont du souci à se faire par rapport à leur montant de leur retraite. On sait que les taux de remplacement vont baisser pour tout le monde. Donc derrière, il faut des dispositifs de retraite qui vont compenser la baisse des taux de remplacement. Donc ça, c'est le premier argument de vente sur le terrain. C'est assez simple. Donc ça ne peut que marcher par rapport à ça. Et cette réforme PAC, finalement, elle est rassurante parce qu'elle offre un produit avec de nouveaux avantages. Et le vrai challenge, ce sera vraiment les services. Pouvoir valoriser ces dispositifs auprès des entreprises et puis avoir un discours simple. Donc ça veut dire avoir un portail qui explique au fil de l'eau la réforme de Levoy au fur et à mesure de son avancée. Ça veut dire rassurer sur le fait qu'on est en capacité de donner du conseil au DRH, à ses salariés, pour vérifier ses bilans retraite, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans ses bilans retraite. C'est aussi pouvoir valoriser tous ces outils de rémunération, avoir une vision globale sur la politique sociale de l'entreprise. Donc vendre ces dispositifs nouveaux d'épargne retraite, les vendre à travers des services de type des bilans sociaux individuels. Donc rappeler qu'il n'y a pas de la réunion de base, il y a aussi les dispositifs de prévoyance sociale complémentaire, retraite, etc. Juste une petite anecdote, en effet, quand on voit le marché qui s'extasie, parce que les taux sont repassés à zéro temporairement, puis un petit peu remontent, donc c'est amusant, on n'a pas connu ça, on a une situation extraordinaire sur les taux. Donc en effet, ça ne peut que marcher, mais sur quoi on n'a pas assisté tout à l'heure, c'est que la loi Pacte, c'est pas uniquement ce produit, gestion profilée et autres. La loi Pacte, elle modernise l'eurocroissance. L'eurocroissance avait une mauvaise presse dans le passé, l'eurocroissance a été simplifiée. Donc il faut que tout le monde s'approprie ce nouveau produit. La loi Pacte, elle modernise aussi une nouvelle fois, après 2017, les produits branche 26. Tout ça, c'est des produits un peu complexes, d'abord, mais les commerciaux, on peut leur faire confiance, ils doivent pouvoir les commercialiser de manière intelligente. Et là, on rentre dans des produits que nous, on appelle des produits de capitalisation collective. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur chacun son unité de compte, de la performance, c'est qu'on confie son épargne, et l'épargne, elle est gérée par des professionnels sur une longue durée. Donc moi, je crois beaucoup à l'eurocroissance ou à la branche 26. Je pense que c'est une vraie solution. Est-ce que le marché va se l'approprier? J'en sais rien. Mais en tous les cas, certains ont déjà commercialisé des offres. Mais je crois beaucoup à cette solution-là, puisque c'est une façon de bien gérer collectivement les problématiques de baisse de taux, de marché actions qui sont quand même assez élevés, de marché immobilier à Paris assez élevé. Donc tout ça, c'est un contexte mouvant, mais la loi Pacte nous offre des outils et modernise des anciens. Donc c'est extraordinaire. L'assurance vie, maintenant, il y a un attachement de toutes les personnes à l'assurance vie. Donc est-ce qu'on va réussir à vider les 1800 milliards, pas loin d'assurance vie? On voit ça grimpe tout le temps. Ça grimpe tout le temps. Donc il faudra beaucoup de travail des commerciaux, des distributeurs, des assureurs, mais il y a des solutions offertes par la loi Pacte. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Nous avons des gestionnaires de back-office dans la salle. Allez. Oui, c'est juste une question sur la partie commerciale, partie réseau de vente. Je suis directeur d'une PME, donc je n'incarne pas l'ensemble des PME, qu'on soit bien d'accord. Mais l'interrogation que j'avais, alors on est basé en province, on est 205 personnes, je crois, à peu près au moment où je vous parle. On n'est jamais visité par les réseaux de vente. C'est ce que je disais à l'instant, on n'est pas sollicité, je veux dire, on n'a pas de sollicitation. Donc c'est vrai que vous disiez que le taux dans les PME était très faible, mais globalement, on n'a pas de commerciaux qui nous prospectent, qui viennent, qui appellent, qui disent tiens, on veut vous voir et tout ça, que ça soit les assureurs ou les banquiers, derrière, peu importe. Mais je veux dire, on n'est pas du tout, la sollicitation, elle n'est pas énorme en prospection. Donc je me dis, si moi je ne le vis pas, est-ce que les autres PME vivent la même chose que nous? Alors, c'est vrai que, alors déjà, je pense que vous avez de la chance. Vous êtes quand même une grosse PME avec 200 personnes. Alors, juste un point purement fiscal, fiscal et social. Le fameux forfait social à zéro, c'est pour les PME de moins de 50. Donc, sur ce point-là, vous êtes exclus. Le seul forfait social à zéro pour les PME de moins de 250, c'est sur les accords d'intéressement.
Donc la question c'est est-ce que vous pouvez mettre en place un accord d'intéressement pour bénéficier de ce forfait social à 0? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez les moyens de le faire, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose en matière de démarche commerciale, on commence à voir apparaître aussi des start-upers avec des démarches totalement dématérialisées aujourd'hui. Alors après, les grands opérateurs suivent aussi forcément, hein, mais sur le sujet épargne salariale, on a quelques start-up déjà identifiées où vous avez du tout digital, c'est-à-dire que vous avez besoin de voir personne. Vous pouvez souscrire un PE, un PERCO éventuellement avec un conseiller au téléphone, avec du vrai conseil. Et donc, on croit aussi beaucoup sur ce type de démarche qui va sans doute aider les réseaux. Ce n'est pas le moment de supprimer le démarchage téléphonique, alors si tu n'es pas démarché. Hein, c'est un autre sujet. Ah, Isabelle. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que je partage votre point de vue. Alors, il se trouve que nous, on est très démarchés, mais bon, ça doit être notre profession qui attire. C'est la vision globale en fait du sujet qui nous inhibe. En fait, c'est que en tant que chef d'entreprise, on voit la ligne des charges sociales, la ligne des prélèvements, la ligne de ceci, la ligne de cela, et en fait, c'est en globalité, on est quand même sur des sujets où on a de moins en moins de gens qui travaillent. Avec des niveaux de plus en plus importants d'un écart type énorme entre des gens à très très haut revenu et des gens à très 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 bas revenu. Et dans une entreprise, il faut aussi gérer ça. Et donc du coup, on conçoit en fait ces dispositifs comme des dispositifs de sécurité pour l'avenir, mais qui coûtent en réalité de plus en plus cher, puisque les dispositifs obligatoires, ils sont de plus en plus chers. Ils vont faire baisser les niveaux de rente. Donc il faut évidemment trouver des solutions. Mais ça ne va pas faire baisser les charges, on le voit bien aujourd'hui. Donc il y a cet aspect pédagogique sur une vision d'ensemble de la politique sociale et de la politique d'investissement sur l'épargne qui est absolument pas clair pour nous. Alors, et encore, je suis avocate, pas du tout spécialisée sur ces sujets, enfin quand même un peu, mais je considère avoir probablement un niveau d'information supérieur à la moyenne. Et je pense que les entreprises en France, ce n'est pas moins de 50 salariés, hein, c'est moins de 20 pour 90% d'entre elles. Donc c'est des toutes petites boîtes, c'est elles qui en fait ont la plus grosse problématique de financement de la retraite, parce que ce sont des très bas salaires. Et je pense qu'il y a un vrai problème de disponibilité et de compréhension en fait, de la globalité de ce que coûte tout ça. Parce que c'est bien joli, mais il faut faire du chiffre d'affaires, il faut avoir surtout du bénéfice pour pouvoir investir sur ces dispositifs. Or, oui. Les boîtes ne sont pas bénéficiaires, elles n'ont pas de... Et c'est ça, je crois, qui nous inhibe, c'est qu'on a évidemment envie d'endetter nos salariés et d'avoir cette perspective de fidélisation par ça, mais on ne comprend pas très bien à quoi on va être mangé. Alors, le forfait social, c'est une bonne nouvelle, je pense, hein, parce que ça fait quand même 20% de moins. Mais voilà, il n'y a pas que ça, je pense. Hein. Juste un complément pour ça, pour répondre aussi au point. Pour répondre en 2 minutes, Norbert, parce qu'on va se faire sortir. En tant que conseil, on a été démarché par des courtiers provinciaux, plutôt gros d'ailleurs, qui nous disent avec une certaine honnêteté, enfin, qui nous disent nous, on est très bons en santé, prévoyance, etc. On sait démarcher les entreprises, on est bon. Je pense à 2 qu'on a eu la semaine dernière. Oui, mais justement, voilà, ils nous disent on ne connaît pas. Est-ce que vous voulez pas bosser avec nous parce qu'on ne connaît pas? Donc ils sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise les courtiers de proximité. Puis s'ils sont trop à l'aise, certains, la retraite c'est vraiment un métier d'expert très complexe. Donc ils n'y vont pas. Donc certains qui nous ont appelés, c'est pour dire comment on peut aller voir les entreprises de 200 personnes. Je pense que on peut parler. Alors déjà, je pense que vos interlocuteurs sont à votre disposition tout de suite en sortant, parce que ça c'est un peu le principe de cette journée TIDES. En conclusion, c'est vrai que bon, je vous donne juste une idée, parce que j'ai un peu une petite connaissance. On comprend que là, c'est un métier, un vrai métier, l'environnement social. C'est vrai que découper en disant il y a l'épargne retraite d'un côté, je pense qu'Isabelle l'a bien dit, c'est une nébuleuse. Et des réseaux qui arriveraient non formés sur tout cet environnement social vont avoir du mal à convaincre. Et c'est peut-être là qu'il peut y avoir de nouvelles filières, de nouveaux métiers, peut-être de nouvelles forces de commerciales, de nouvelles forces de conseil. Bon, je parle un peu à l'assureur et puis à M. Clairbois aussi, c'est à trouver, parce que ce qu'on entend là, on l'entend un peu partout. Sélectif. Des réseaux sélectifs. C'est pas, voilà. Je vous remercie, Norbert, Hubert, Stéphane, merci beaucoup. Une demi-heure, ça passe toujours trop vite. Donc, je vous invite à retrouver nos participants tout de suite, si vous avez des questions, à leur poser, bien entendu. Merci encore.